De simples pirates à empereurs des mers, de silhouettes mystérieuses à pilier central du destin du monde, Shanks n'est pas seulement une incarnation de la puissance dans One Piece, il est une anomalie, une ombre née au sommet du monde, tombée parmi les hommes avant de remonter jusqu'au trône des océans. Plus qu'un empereur, il est le gardien silencieux de l'équilibre, comme si Eiichiro Oda avait écrit l'histoire d'un roi avant de choisir lui-même celui qui porterait sa couronne. Un homme qui n'a jamais cherché le pouvoir pour lui-même, mais qui a tout fait pour que le monde soit prêt à accueillir celui qui le mériterait vraiment. Bonjour à tous, c'est Benny, et aujourd'hui nous allons retracer l'histoire de Shanks, le roux, cet homme qui demeure dans l'ombre, observant l'aube d'une nouvelle ère. Préparez-vous, parce que cette histoire est bien plus profonde, bien plus complexe et bien plus bouleversante que ce que la plupart des gens imaginent. Il y a 39 ans, sur l'île de God Valley, dans West Blue, naissent deux jumeaux, Shanks et Shamrock. Leur père est Figarland Garling, dragon céleste et chevalier divin, l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés au service du gouvernement mondial. Un homme dont le nom seul suffit à faire trembler des nations entières. Leur mère, une femme aux cheveux rouges flamboyants, reste entourée de mystères, comme si l'histoire avait délibérément choisi d'effacer son visage, de la réduire à une silhouette sans nom. Dès sa naissance, Shanks appartient au sommet du monde, mais ce monde est sur le point de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Il y a 38 ans, God Valley devient le théâtre d'un événement interdit, d'une honte que le gouvernement mondial choisira d'effacer de tous les livres d'histoire. Les dragons célestes y organisent une chasse humaine, un divertissement barbare réservé aux élites qui se croient au-dessus de toute loi. Mais deux monstres interviennent, chacun pour ses propres raisons, chacun portant en lui une vision différente du monde. D'un côté, le futur roi des pirates, Gold dit Roger, flamboyant et imprévisible. De l'autre, l'homme le plus dangereux de son époque, Rox dit Zebek, capitaine des Rox, dont l'ambition dévorante est de devenir le roi du monde entier. Un homme si menaçant que le simple fait de prononcer son nom est encore tabou des décennies plus tard. Leur affrontement plonge l'île dans un chaos total, une tempête de destruction dont les ondes de choc se feront sentir bien au-delà de cette seule journée. Au cœur de cette guerre, un soldat de la marine encore jeune, nommé Monkey D. Dragon, tente de faire ce que personne d'autre n'ose, sauver la mère de Shanks et ses enfants. Un acte de bravoure dans un monde qui n'en récompense pas. Mais il échoue. La mère est tuée par Shamrock, l'un des jumeaux est capturé et disparaît dans les rouages impitoyables du gouvernement. Pourtant, dans la confusion absolue de la bataille, Dragon parvient à cacher le petit Shanks dans un coffre au trésor. Un geste presque désespéré, guidé par l'instinct autant que par la conviction. Après la bataille, Roger découvre ce coffre. À l'intérieur, un bébé aux cheveux rouges vifs, les yeux grands ouverts, vivant. Sans le savoir, le roi des pirates vient de recueillir celui qui changera le monde. L'ironie est totale. Le destin de Shanks commence là où le destin de Roger s'accomplit. Pendant environ 13 ans, Shanks grandit sur l'Euro Jackson, le navire légendaire du roi des pirates. Ce n'est pas une enfance ordinaire, c'est une formation au cœur de l'élite absolue de l'ère pirate. Il devient apprenti aux côtés de Buggy, son rival et ami indéfectible. Ce garçon bruyant et impulsif qui compensera toujours son manque de confiance par une arrogance de façade. Mais là où Buggy doute, Shanks impressionne, naturellement, sans effort apparent. Il maîtrise le combat, la navigation, la lecture des courants et des hommes, et surtout le haki, cette force intérieure rare qu'il développe directement au contact de Roger et des monstres de son équipage. Riley, Gaban, des légendes vivantes. Il observe, il apprend, il absorbe, et sans le savoir encore, il hérite d'une volonté qui dépasse sa propre existence. Il y a 25 ans, l'équipage atteint enfin l'île finale, Laugh Tale, le bout du monde, le lieu où toutes les vérités reposent. Mais Shanks n'y va pas. Il reste en arrière pour veiller sur Buggy, trop malade pour embarquer. Un choix qui pourrait sembler anodin, mais qui ne l'est pas. Lorsque Roger revient, Shanks lui pose une question dont nous ne connaissons pas encore les mots, mais dont la réponse le brise, entièrement. Il éclate de sanglots. Ce jour-là, Shanks ne pleure pas de tristesse. Il pleure parce qu'il comprend, parce qu'il voit enfin l'immensité de ce qu'il attend. Ce jour-là, Shanks découvre la vérité sur le monde et accepte en silence un rôle que lui seul peut porter. Il y a 24 ans, Shanks assiste à l'exécution publique de Roger à Logtown.
Le roi des pirates monte à l'échafaud sans trembler, souriant jusqu'au bout, déclenchant involontairement l'ère des pirates avec ses dernières paroles. Shanks est là, il regarde, il grave cet instant dans sa mémoire pour toujours. Il propose alors à Buggy de former un équipage ensemble, mais Buggy refuse. Pour la première fois, leurs chemins se séparent vraiment. Shanks fonde alors son propre équipage, l'équipage du Roux. Pas une armée gonflée de chiffres, pas une flotte cherchant à impressionner par la quantité, mais une poignée d'hommes d'exception, chacun capable de rivaliser avec les plus grands du monde. Une élite liée non pas par la peur, mais par la loyauté. Il y a 19 ans, après une attaque pirate, Shanks découvre une fillette de 2 ans cachée dans un coffre, comme lui auparavant. Cette coïncidence n'est pas anodine, elle résonne comme un écho de sa propre naissance, de sa propre survie. Cet enfant s'appelle Uta, il l'adopte sans hésiter. Ce jour-là, Shanks devient plus qu'un pirate, il devient celui qui sauve les enfants perdus, ceux que le monde a oubliés ou abandonnés. Il y a 15 ans, Shanks retourne à Marie-Géoise, la Terre Sainte, le cœur du pouvoir mondial. Il y retrouve son père Garling et son frère Shamrock. Il porte déjà la cicatrice sur l'œil gauche, une marque que les fans attribuent à Marshall D. Teach, infligée lors d'une confrontation dont l'ampleur reste encore à préciser. Le gouvernement mondial fait de lui un chevalier divin et lui accorde la marque de l'abîme, un sceau magique ultra secret que seul Imu, l'entité mystérieuse et terrifiante au sommet du monde, peut octroyer. Cette marque ouvre l'accès au réseau des portails de l'abysse, une forme de téléportation mystique permettant de traverser des distances impossibles. Mais elle fait aussi du porteur un serviteur potentiellement invocable à distance par Imu. Il y a 14 ans, Shanks disparaît volontairement de l'orbite du gouvernement. Il refuse de devenir un instrument. Il refuse de devenir un dieu au service d'un système qu'il méprise. Il choisit de rester un homme libre, même si ce choix a un coût immense. En quittant ce rôle, il laisse la voie libre à Harald, à qui Imu accorde la marque de l'abîme à sa place, ainsi que l'immortalité. Shanks se rend alors à Elbaf, le royaume des géants, pour tenter de prévenir Harald, mais il arrive trop tard. Il y a 13 ans, Shanks attaque un navire du CP et vole un fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. En réalité, le fruit du dieu soleil Nika, le fruit le plus convoité, le plus dangereux, le plus important du monde entier. Un fruit que le gouvernement cherchait à contrôler depuis des siècles. Shanks, lui, a une autre idée pour ce fruit. Il y a 12 ans, dans le petit village de Fuchsia, perdu au bout du monde, Shanks rencontre un enfant, Monkey dit Luffy. Un gamin bruyant, entêté, insupportable et absolument extraordinaire. Luffy mange le fruit par accident, une de ces erreurs que le destin déguise en catastrophe. Mais Shanks ne se met pas en colère. Il regarde l'enfant et reconnaît en lui quelque chose d'ancien, de familier. La même flamme qui brûlait dans les yeux de Roger, la même volonté indestructible. Lorsque Luffy est attaqué par un monstre marin et que sa vie ne tient plus qu'à un fil, Shanks n'hésite pas une seconde. Il sacrifie son bras pour le sauver. Puis, avec une simplicité désarmante, il lui confie son chapeau de paille, le chapeau que lui avait transmis Roger lui-même. Ce jour-là, Shanks ne perd pas un bras. Il a compris une transmission, celle d'une volonté vieille d'une vie entière. Il y a 6 ans, Shanks affronte le prince Loki, dont la prime astronomique de 2,6 milliards de berries témoigne de la menace qu'il représente dans un combat titanesque qu'il remporte. Ce jour-là, le monde entier reconnaît sa puissance sans équivoque. Shanks devient un empereur des mers. Il y a 2 ans, Shanks rencontre Edward Newgate pour tenter d'empêcher une guerre qui s'annonce catastrophique. Les engrenages sont déjà en mouvement. La guerre de Marineford éclate, féroce, brutale, irrécupérable. Ace meurt, Barbe Blanche meurt, l'ère bascule. Alors Shanks arrive, et tout s'arrête. Aucun amiral n'attaque, aucun empereur ne bouge. Même Barbe Noire, qui vient de renverser le monde en quelques heures, recule, parce que Shanks est là et que sa simple présence suffit à geler le monde entier dans une stupeur respectueuse et terrifiée. Sans tirer un coup, sans combattre, il met fin à la guerre par sa simple existence. Il récupère les corps de Ace et de Barbe Blanche et leur offre des funérailles dignes, parce que même les ennemis méritent d'être respectés dans la mort. Plus tard, quand la prime de Luffy atteint 1,5 milliard de berries et que son nom résonne dans chaque coin du monde, Shanks déclare simplement « Nous nous reverrons bientôt, Luffy ». Pas une menace, pas une promesse vide, une certitude tranquille. Durant la rêverie, un homme de cheveux rouges se rend en secret pour parler d'un pirate particulièrement dangereux. Son identité exacte, les tenants et aboutissants de cette réunion, tout reste dans l'ombre, ajoutant encore une couche de mystère à un personnage qui en regorge déjà.
Il y a quelques semaines, à Wano, Shanks repousse à distance l'amiral Ryokugu avec son seul haki des rois, sans même apparaître physiquement. Une démonstration de puissance à travers des kilomètres d'océan qui laisse tout le monde sans voix. Puis, à Elbaf, il détruit l'entièreté de l'équipage de Eustace Kid en un seul coup. Un seul, pas deux. Un. La preuve absolue, définitive, implacable de sa domination sur ce monde. Aujourd'hui, Shanks attend. Il observe le monde avancer, se transformer, se déchirer. Il observe Luffy, l'enfant à qui il a transmis le chapeau, l'héritier qu'il a choisi non pas par obligation, mais par conviction profonde. Car Shanks n'a jamais voulu devenir le roi. Il a choisi de créer le roi. C'était béni. Et vous, dites-moi en commentaire, Shanks est-il le véritable pilier de cette histoire? Ou cache-t-il encore son véritable objectif? À la prochaine.